J'étais là, sur le bord du trottoir, le sac en plastique de la boutique de souvenirs pendant encore à mon poignet comme une laisse. Je me souviens précisément du t-shirt que je tenais, une nouveauté stupide avec « Je me suis perdu à Bréage et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt » imprimé en lettres rouges de travers. L'ironie ne m'a frappé que 2 jours plus tard, mais l'humiliation, elle, a été instantanée. Elles sont parties dans le SUV de location, les pneus crissant comme dans un mauvais film d'adolescent. Ma femme sur le siège passager, son téléphone à la main, probablement en train de filmer mon visage. Ses amis hurlant de rire. L'une d'elles a crié « Voyons voir s'il peut retrouver son chemin ». Et puis elles ont disparu. Je n'étais pas ivre. Je ne criais pas. Je n'étais même pas surpris. Pas vraiment. Ce genre de blague ne sort pas de nulle part. C'était quelque chose de planté, arrosé et cultivé pendant des années. Des roulements d'yeux discrets, des soupirs lents dans les soirées, des conversations de groupe privés auxquelles je n'ai jamais participé. Elles ne m'ont pas seulement laissé derrière. Elles ont livré la chute. J'étais la chute. D'abord, j'ai attendu 5 minutes. 10. Je pensais que c'était peut-être une sorte de test morbide. Comme si j'étais censé courir après elle, appeler quelqu'un en suppliant. C'est ça, l'humiliation, non? Une performance. J'ai regardé autour de moi la rue principale endormie du centre-ville. Des touristes sirotant leur café. Un musicien de rue jouant faux du Beatles. Des enfants léchant des cornets de glace fondue. Le monde ne s'est pas arrêté parce que ma femme avait décidé que j'étais jetable. Au bout d'1 heure, je suis entré dans un dîner et j'ai demandé à emprunter le téléphone. La serveuse adolescente me l'a tendu, s'ennuyant à mourir. Je l'ai appelé, directement sur sa messagerie vocale. Puis encore et encore. Après le 5e appel, je n'ai pas laissé de message. Que allais-je dire? Salut, chérie. Je me demandais juste si tu m'as abandonné pour une blague ou comme prélude à un divorce. Mes mains tremblaient, mais pas de rage. Non, c'était quelque chose de pire, de plus lent, de plus froid. Ce soir-là, j'ai essayé l'hôtel. Bien sûr, elles avaient réglé la note, laissant un mot à la réception avec rien dessus sauf un smiley, il se débrouillera, avec un clin d'œil de l'écriture de ma femme. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est fissuré. Pas cassé, fissuré, de manière nette et délibérée, un déclic interne, sec, comme une porte de coffre-fort qui se ferme. Je partage ceci parce que, croyez-le ou non, plus de 97% des gens qui entendent ce genre d'histoire ne s'abonnent jamais. Mais si vous le faites, cela indique à l'équipe en coulisses de continuer à déterrer ces vérités étranges, personnelles et inconfortables, car certaines histoires méritent de résonner plus fort que d'autres. J'ai dormi sur un banc cette nuit-là. J'ai utilisé mon t-shirt de touriste comme oreiller et j'ai essayé de ne pas m'étouffer avec l'ironie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé dans la nuit. Je suis juste resté assis là, à fixer le reçu de location qui sortait de ma poche comme un marque-page pour une vie qui venait de se terminer à la page 50. À l'aube, j'ai marché. Pas sans but, pas comme un chiot perdu. J'ai marché avec la réalisation lente et engourdie que personne ne viendrait me chercher. Ni la police, ni un ami, pas même elle. Ça ne faisait pas partie du scénario. La blague n'incluait pas de sauvetage. La blague ne fonctionnait que si je restais pathétique. Si je réapparaissais 3 jours plus tard, en colère, affamé, trempé et abattu. Mais que se passe-t-il quand la chute ne fait pas son effet? Quand le clown refuse de jouer son numéro? Je suis passé devant une boutique de souvenirs et j'ai aperçu mon reflet dans la vitrine. Chemise tachée de sueur, yeux plissés, et quelque chose d'autre derrière le regard. Quelque chose de mort, mais de concentré. Et j'ai réalisé que je pouvais retourner dans cette vie, ou que je pouvais la laisser se terminer là. À cet instant précis. Comme un nom rayé d'une sonnette. C'était la dernière fois que quelqu'un m'appelait par le nom qu'elle connaissait. C'était la dernière fois que j'y répondais. J'ai vendu mon alliance cet après-midi-là à un type dans une boutique de prêteurs sur gage qui n'a pas posé de questions. J'ai utilisé l'argent pour acheter une carte en papier, le genre que plus personne n'utilise, parce que je ne voulais pas de GPS. Je ne voulais pas de traces numériques. Je ne voulais pas être retrouvé. J'ai acheté un billet de bus en direction du nord, vers les montagnes, vers le silence, vers personne. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Le gars au guichet m'a demandé si j'avais besoin d'un billet de retour.
J'ai souri et j'ai dit, non, juste un aller simple. Le banc du terminal n'était pas fait pour dormir, mais peu importait. On ne sent pas une barre de métal vous presser entre les côtes quand tout votre système nerveux est bloqué dans une sorte de purgatoire étrange entre la trahison et l'incrédulité. Le bourdonnement des distributeurs automatiques, le buzz occasionnel d'un téléphone public, le ronflement silencieux du type 2 rangé plus loin. Rien de tout cela ne m'atteignait. J'étais étendu là comme un bagage abandonné, sans chaussures, l'alliance déjà partie. Je n'arrêtais pas de me répéter une phrase dans ma tête, elles ont ri. C'est ça qui restait. Le rire. Pas seulement le sien. Celui de toutes. Je n'étais plus un homme pour elles. J'étais un accessoire dans leur petit sketch d'improvisation. Vers 4 heures du matin, un agent d'entretien m'a poussé avec sa serpillière et a dit « Vous feriez mieux de ne plus être là quand le bus de Tulsa arrivera. » Ces gens-là ne partagent pas les bancs. C'était la première fois que je souriais depuis le trottoir. Un sourire petit, tordu, vide. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai ouvert mon portefeuille, pour me souvenir à nouveau qu'il n'était pas là, bien sûr. Pas de carte d'identité, pas de téléphone, pas de carte, juste la montre à mon poignet. En acier inoxydable, un cadeau d'elle, ironiquement. Pour notre 5e anniversaire. Elle l'avait fait graver, à mon roc. J'ai ouvert le bracelet, j'ai gratté la gravure avec le bord d'une clé que j'avais encore dans ma poche, la clé d'une voiture que je ne reverrai jamais, et j'ai marché 4 pâtés de maison jusqu'à la boutique de prêteur sur gage qui ouvrait à 6 heures. Le type derrière la vitre n'a pas posé de questions. Il n'a même pas haussé un sourcil quand j'ai échangé une montre décente contre une liasse froissée de billets de $20 et un regard de côté. C'était bien comme ça. Je n'avais pas besoin de compassion. J'avais besoin de distance. J'avais besoin de déconnexion. J'ai acheté un atlas routier dans une station-service voisine. Je suis resté sur le parking, la carte étalée sur le capot de la vieille Impala de quelqu'un, et j'ai fait glisser mon doigt vers le nord. Pas vers un endroit où j'avais de la famille, pas vers une cabane que j'avais secrètement achetée des années auparavant, juste loin. Le genre de loin où l'air est plus rare et où les noms n'ont pas d'importance. Où le silence n'est pas suspect. Mon premier covoiturage fut un plombier transportant des pièces dans une camionnette rouillée qui sentait la colle et le vieux café. Il ne parlait pas beaucoup. J'aimais ça. Je regardais par la fenêtre et j'imaginais ma femme se réveiller, les cheveux en désordre, souriant comme si elle avait gagné quelque chose. Probablement en train de raconter à ses amis à quel point c'était drôle que j'ai paniqué et que je sois parti. Peut-être qu'elles avaient prévu une deuxième salve d'humiliation, me surprenant dans un bus pour rentrer chez moi. Vaincu, reconnaissant pour le pardon. Mais le bus n'est jamais venu. La défaite n'est jamais arrivée. Et le pardon, non. Cette porte était clouée. Au cours des jours suivants, j'ai fait du stop à travers 3 États. Je me suis lavé dans des relais routiers, j'ai mangé ce que je trouvais dans les distributeurs. Je ne me sentais pas sans abri. Je me sentais en transition, comme un serpent en pleine mue. J'ai utilisé un téléphone prépayé acheté dans une supérette pour appeler 3 personnes. Toutes d'une vie avant elle. Des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés, qu'elle n'aimait pas que je fréquente. L'un d'eux me devait une faveur. Un autre avait une cabane de libre. La troisième, eh bien, elle ne posait tout simplement pas de questions. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je leur ai dit à chacun les 3 mêmes choses, je ne suis pas mort. Vous ne me contacterez pas à moins que je ne vous contacte. J'ai besoin de temps. De vrai temps. Des années. Ils n'ont pas demandé pourquoi. C'est pour ça que je les avais appelés. J'ai atteint la cabane à la fin de la semaine. Pas de GPS, pas d'adresse dans une base de données, juste des indications griffonnées sur le bord d'une serviette de fast-food et une série de points de repère que seuls les locaux connaîtraient. Tourne à droite au vieux château d'eau. Si tu arrives à la boîte aux lettres avec une patte d'ours dessus, tu es allé trop loin. C'était petit, froid, dépouillé. Une seule pièce avec une cheminée, une fenêtre fissurée et un matelas qui sentait le cèdre et la moisissure. C'était parfait. Je me suis effondré sur le sol, non pas par épuisement, mais par choix. Le sol semblait honnête. Et c'est là que j'ai finalement laissé la colère monter. Mais pas en flamme, pas en cri. Elle est venue comme de la fumée, épaisse, rampante, persistante. Je n'allais pas me venger. Je n'allais pas débarquer à son bureau avec un discours dramatique. Ce n'était pas un film, pas de grande confrontation,
pas de révélation spectaculaire. Elle voulait me réduire à une blague. Et au lieu de ça, je me suis effacé. Parce que voici ce qu'elle n'a jamais compris. Certains hommes ne se défendent pas avec les poings ou les cris. Certains hommes disparaissent. Pas par faiblesse, mais avec une précision chirurgicale. On ne gagne pas en se vengeant. On gagne en devenant quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'elle au départ. J'ai jeté l'atlas routier dans la cheminée. J'ai regardé la dernière page brûlée. Puis j'ai commencé à écrire un nouveau nom sur la page de garde d'un livre de bibliothèque que j'ai trouvé sur l'étagère. Juste un prénom, quelque chose de simple, de discret. À partir de ce moment-là, je n'étais plus lui. Il était mort sur ce trottoir, et personne ne l'a enterré parce que personne n'est venu le chercher. Elle est arrivée dans notre allée vers minuit. Les phares balayaient le porche où mes bottes étaient habituellement posées après de longues journées. Elle n'y était pas. Les poubelles étaient toujours au bord de la route. Le courrier n'avait pas été relevé. La lumière du porche était éteinte. C'était son premier indice. Non pas que je manquais, mais que je ne boudais pas correctement. Elle s'attendait à du théâtre. Peut-être un message vocal d'ivrogne. Peut-être un silence passif-agressif couronné d'un texto disant « Tu es allé trop loin ». Au lieu de ça, il n'y avait rien. Pas un son, pas un mot, juste le calme étrange d'une maison qui n'avait plus de poux. À l'intérieur, tout était exactement là où je l'avais laissé. Ma veste était toujours accrochée au porte-manteau. Le livre de poche usé que j'étais en train de lire était ouvert sur l'accoudoir, corné au chapitre 14. Même ma tasse de café était dans l'évier, un cercle marron au fond comme l'empreinte digitale d'une vie brusquement interrompue. Et pourtant, elle a ri. Il boude, a-t-elle dit à ses amies en haut-parleur. Elles étaient encore euphoriques de leur week-end, surfant sur la vague de leur petit coup d'éclat. L'une d'elles a plaisanté, il est à mi-chemin de Vegas, en train de broyer du noir dans un bar comme un mari de comédie romantique. Elles ont ri, bien sûr, parce que c'est ce qu'elles faisaient. Elles rendaient tout petit. Mon silence n'était qu'une autre occasion de faire des blagues. Mais 2 jours plus tard, l'ambiance a changé. Elle m'a envoyé un texto, puis un autre, puis 6 d'affilée. Pas d'accusé de réception. Elle a appelé mon frère, a laissé un message prétendant juste prendre de mes nouvelles. Il n'avait pas entendu parler de moi. Elle a fouillé dans mon placard, a remarqué que des choses manquaient. Pas tout, juste assez. Des bottes, des articles de toilette, le vieux sac de sport que je n'avais pas touché depuis des années. C'est là que son estomac s'est noué. Non pas parce qu'elle avait peur pour moi, mais parce que la blague risquait de ne plus être drôle. La semaine suivante, elle a signalé ma disparition. Son ton au commissariat était léger, faussement décontracté. Ce n'est probablement rien, a-t-elle dit en souriant trop largement. Il est juste dramatique. Vous savez, les hommes. Mais elle en a trop fait. L'officier s'est penché en arrière sur sa chaise, a croisé les doigts. Il est parti sans son portefeuille, son téléphone ou sa voiture. Elle a hoché la tête, riant maladroitement. C'était juste un week-end entre filles et on l'a un peu laissé derrière pour rire. L'officier n'a pas ri. Ce fut le début de sa décomposition. Quand elle est rentrée chez elle, ses textos étaient passés de joueur à paniquer. Où es-tu, s'il te plaît, appelle-moi, ce n'est pas drôle, je suis inquiète. Le dernier disait, dis-moi juste que tu vas bien. Le groupe de discussion avec ses amis est passé des mèmes aux suppressions. Un par un, les commentaires et les publications ont disparu. Le selfie où j'étais coupé, parti. La vidéo d'elle riant en s'éloignant, supprimée. Internet oublie vite. Mais pas les captures d'écran de la police, surtout quand une affaire de personnes disparues devient sérieuse. Le détective est revenu 2 jours plus tard. Nous avons retracé sa dernière activité jusqu'à une boutique de prêteurs sur gage dans le Colorado, a-t-il dit. Après ça, plus rien. Pas d'utilisation de carte de crédit, pas de voyage, pas de vérification d'identité. Elle a offert des sourires faibles et des excuses encore plus faibles. Il a toujours été discret. Peut-être qu'il avait juste besoin d'espace. Mais même elle n'y croyait pas. Ses yeux fuyaient vers le sol. Ses ongles tapaient nerveusement contre la table. Il n'a rien pris de valeur, a-t-elle marmonné. L'officier a haussé un sourcil. C'est sur ça que vous vous concentrez? Elle a commencé à veiller tard, à faire les 100 pas. La maison est devenue trop silencieuse.
Notre chien, le sien maintenant, s'asseyait près de la porte d'entrée chaque soir, attendant. Elle a commencé à verrouiller les portes la nuit, comme si j'allais revenir tel un fantôme. Elle a commencé à réaliser l'ampleur de son pari. Quand on fait une blague à quelqu'un, la règle tacite est qu'il reviendra. Qu'il finira par en rire. C'est ce qui rendait la chose sûre. Mais que se passe-t-il quand il ne revient pas? Que se passe-t-il quand l'humiliation sur laquelle vous comptiez se retourne contre vous? Elle a essayé de contacter mes anciens amis, ceux qu'elle n'avait pas déjà chassés des années auparavant, mais la plupart ne lui ont rien donné. L'un d'eux lui a finalement dit sans détour, il nous a demandé de laisser tomber. Et honnêtement, tu n'as plus le droit de poser des questions. Elle a pleuré après ça, mais pas le genre de larmes qui viennent de l'amour. C'était de la peur. Une peur brute, rampante. Parce que même si elle ne l'a jamais dit à voix haute, elle savait de quoi j'étais capable. Pas de rage, mais de contrôle. Je n'étais pas le genre d'homme à crier et à claquer les portes. J'étais celui qui écoute en silence, attend patiemment, puis disparaît complètement. Elle a essayé de dire à la police que j'étais déprimé, que j'avais peut-être fait quelque chose de radical. Il n'a rien pris. Pas de papier, pas d'argent. Il doit être mort. Sa voix s'est brisée sur ce mot, mort. Il avait un goût trop final, trop honnête. Mais le détective n'a pas acquiescé. Il l'a juste regardé et a dit, ou alors il l'a planifié. Certaines personnes ne veulent pas être retrouvées. Et elle a su alors, au plus profond de ses os, que peut-être je n'étais pas porté disparu. Peut-être que j'étais parti volontairement. Elle a appelé le détective privé 3 jours après que l'autre détective ait cessé de répondre à ses messages vocaux. Non pas parce que l'affaire était classée. Non, elle était toujours marquée comme active, mais parce qu'on peut l'entendre dans la voix de quelqu'un quand il ne cherche plus. Quand les rapports se refroidissent, quand les mises à jour polies deviennent plus rares et plus mécaniques, quand la seule chose qu'il disait, nous vous préviendrons si quelque chose change. On se rend compte qu'on est devenu sa propre équipe de recherche. Le détective privé était cher. Le genre de type avec un site web qui avait l'air d'avoir 10 ans de retard et aucune présence sur les réseaux sociaux, ce qui signifiait qu'il était soit un dinosaure, soit un vrai de vrai. Elle a choisi de croire à la deuxième option. Il s'appelait Ed, juste Ed. Pas de nom de famille offert, et elle n'a jamais demandé. Il avait un bureau au-dessus d'une boulangerie et ne lui a pas fait remplir de formulaire. Il a juste écouté, fixé, pris des notes avec un stylo qui cliquait plus fort qu'il n'écrivait. Elle lui a tout donné. Photo, date, nom d'amis, le message sur le mot de l'hôtel. Elle a essayé de garder sa voix calme, répétée. Il n'est pas dangereux, juste sensible. Il a déjà fait des choses comme ça avant. Ed a levé les yeux. Parti sans son téléphone et son portefeuille avant. Elle n'a pas répondu. Il a griffonné quelque chose. 3 jours plus tard, il l'a appelé. J'ai quelque chose. Des images de surveillance d'une station-service dans l'ouest du Kansas. Il a acheté une bouteille d'eau et un paquet de graines de tournesol. Il est entré avec une casquette et des lunettes de soleil. Payé en espèces. Pas de papier, rien de traçable. Mais elle m'a reconnu instantanément. Elle a dit qu'elle le voyait dans ma façon de marcher, les épaules légèrement en avant, le bras gauche se balançant plus largement. Les petites habitudes que les épouses mémorisent sans savoir qu'elles les mémorisent. Après ça, rien. Plus d'observation, plus d'images, pas de traces papier, pas de registre de motel, pas de registre de prêteur sur gage après le premier. Même la gare routière où j'avais dormi avait déjà effacé ses bandes. Ed a fait ce qu'il a pu. Il a usé de ses relations, scanné les bases de données des services d'immatriculation, essayé les hôpitaux, même les morgues. Rien. C'était comme si j'avais glissé entre les mailles du filet et m'étais évaporé. Elle a recommencé à veiller tard, obsédée par les cartes, dessinant des cercles autour de comtés et de villes dont elle ignorait l'existence jusqu'à présent, recoupant les chronologies, cherchant des schémas. Mais peu importe comment elle analysait les données, ça n'avait pas de sens, parce que les gens ne disparaissent pas comme ça. Sauf s'ils le veulent. Ed l'a convoqué à son bureau après une semaine de silence. Je vais être honnête, a-t-il dit en sirotant un café tiède. Ça ne ressemble pas à un homme qui a perdu le contrôle. Ça ressemble à un homme qui n'a jamais eu l'intention de revenir. Elle a essayé de faire l'idiote. Vous pensez qu'il a planifié ça? Il a haussé les épaules. Vous avez dit qu'il est discret, privé,
peut-être un peu fier. Le genre qui n'aime pas le désordre. Il n'a pas laissé de traces parce qu'il savait ce qu'il faisait. Elle a secoué la tête trop vite. Non, vous ne comprenez pas. Il ne me ferait pas ça. Et Ed s'est penché en arrière, les bras croisés, un sourcil levé. Vous en êtes sûr? Cette nuit-là, elle s'est assise dans notre ancienne chambre, sa chambre maintenant, en fait, et a ouvert les tiroirs à la recherche de n'importe quoi. Des notes, des journaux, un indice. Mais il n'y avait pas de miettes de pain, seulement la froide réalisation que l'homme avec qui elle avait vécu pendant 12 ans avait un niveau de détachement qu'elle n'avait jamais vraiment saisi. Elle avait toujours pensé que le silence signifiait la reddition, que les hommes silencieux craquaient sous la pression. Mais si le silence était la stratégie? Elle a rendu visite à mes parents, assez désespérés pour affronter leur jugement. Mon père l'a à peine regardé. Ma mère ne l'a pas invité à entrer. Nous ne l'avons pas vu, a-t-elle dit d'un ton plat. Mais je suis sûr que où qu'il soit, il est mieux ainsi. Elle est partie en larmes, a rappelé Ed, a exigé des résultats. Vérifiez tout à nouveau, a-t-elle lancé. Il ne disparaîtrait pas comme ça. Et Ed a dit avec un soupir las, vous devez commencer à envisager que si. Alors, elle a proposé une nouvelle théorie. Peut-être que j'avais craqué. Peut-être que j'avais eu une dépression nerveuse. Il n'a jamais été bon avec le stress, a-t-elle dit à Ed, réécrivant l'histoire en temps réel. Il a été fragile dernièrement. Mais Ed n'y croyait pas. Il a vendu sa montre, acheté une carte, pris des covoiturages vers le nord, brûlé ses traces numériques. Ce n'est pas de la fragilité. C'est de la précision. Elle détestait ce mot, précision. Cela signifiait intention. Cela signifiait que je n'étais pas une victime de la blague. J'y réagissais comme un chirurgien avec un scalpel. Calme, exact, mortellement silencieux. Les jours sont devenus des semaines. Ed a cessé d'appeler. La police était passée à autre chose. Ses amis ont cessé de lui rendre visite. Trop gênant. Trop étrange. Le genre d'histoire qui met les gens mal à l'aise. Perdre son mari à cause de sa propre blague. Elle faisait défiler les réseaux sociaux et voyait des vidéos de femmes faisant des farces à leurs petits amis, cachant les clés de voiture, les abandonnant au centre commercial, enregistrant leurs crises. Les commentaires affluaient, lol, il est si dramatique, il s'en remettra. Classique. Mais personne ne parlait jamais de ce qui se passe quand le gars ne revient pas, quand il ne pardonne pas, quand il ne joue pas le jeu. Parce que les blagues ont des chutes. Mais celle-ci, cette blague, avait un fantôme. La première année fut une question de survie. La deuxième, d'ajustement. À la troisième, le bruit dans ma tête a commencé à s'estomper. À la cinquième, il n'y avait plus de bruit du tout. Juste le son d'un marteau sur du bois et le vent qui balayait la crête le soir. Ici, les noms n'ont pas de poids. Ce sont juste des sons auxquels on répond jusqu'à ce qu'on arrête. Je suis devenu James parce que c'était simple, facile à oublier. J'aimais la façon dont il sonnait dans la bouche. Doux, sans prétention, pas comme mon ancien nom, que je sentais encore comme un collier autour de mon cou même quand personne ne le prononçait. Quand on disparaît volontairement, on s'attend à ce que la paranoïa vous suive comme une ombre. On pense qu'on regardera par-dessus son épaule, qu'on attendra les sirènes ou qu'un étranger en uniforme vous demandera vos papiers. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ici, dans une ville avec une seule épicerie et une pompe à essence qui clique encore comme en 1987, personne ne s'en soucie. Ils ne demandent pas d'où vous venez. Ils demandent si vous pouvez aider à empiler le bois de chauffage avant l'hiver. Ils demandent si vous viendrez au petit déjeuner aux crêpes le dimanche. C'est tout. J'ai pris des petits boulots au début, transportant du bois, pelletant la neige, réparant des toits. Payé en espèces, je dormais sur le sol de la cabane que je louais à un type nommé Walt, qui avait des yeux de faucon mais ne posait jamais de questions indiscrètes. « Vous êtes silencieux ?» m'a-t-il demandé le premier jour. J'ai hoché la tête. « Bien », a-t-il dit. C'était tout notre contrat de location. La barbe est venue sans effort. Un jour, je l'ai remarquée dans le miroir. Plus épaisse, plus grise que ce à quoi je m'attendais. Elle me donnait l'air de quelqu'un qu'on ne reconnaîtrait pas dans un défilé d'identification. Quelqu'un qui pourrait vous croiser dans une épicerie sans que vous y pensiez à deux fois. C'était le but. J'ai trouvé un rythme. Les matins dans l'atelier que j'ai construit derrière la cabane.
les après-midi à faire du bénévolat au centre communautaire 2 villes plus loin. Ils avaient besoin de quelqu'un pour réparer des étagères, peindre des murs, construire des choses. Je ne parlais pas beaucoup, je travaillais juste. Quand les enfants me demandaient mon nom, je disais James. Ils l'ont accepté instantanément. Les enfants n'ont pas besoin d'histoire. Ils se soucient seulement que vous soyez là quand vous dites que vous le serez. La menuiserie est devenue plus qu'une compétence. C'est devenu un langage. Chaque joint, chaque coupe, chaque coup de ponçage était une phrase. On ne peut pas la précipiter. On ne peut pas la truquer. Le bois vous trahit si vous mentez. Au moment où j'ai acheté le terrain, 6 acres avec un ruisseau qui le traverse, j'avais construit des meubles pour la moitié de la ville. Payé en troc. Parfois, il m'apportait des pots de miel, du poisson fumé, des courtes pointes. Mon ancienne vie, c'était les cartes de crédit et les emails. Celle-ci, c'était le troc et les mains calleuses. Le soir, je m'asseyais sur le porche avec une tasse de café et je regardais le ciel prendre des couleurs violentes avant de devenir noir. Il y a un silence ici qui n'est pas vide. Il est plein de choses qui ne s'annoncent pas. Les grillons, le craquement des planches du porche qui se tassent sous le froid. Ce silence a commencé à ressembler à un ami. Je gardais mon ancienne alliance dans une boîte sous le plancher. Non pas par sentimentalisme, mais comme une relique, un rappel de l'homme qui se tenait sur un trottoir tenant un sac de souvenirs pendant que sa femme riait et s'éloignait. Cet homme était parti, mais je ne le détestais pas. Il était nécessaire. Sans lui, il n'y a pas de James. Les gens de la ville ont commencé à me connaître pour de petites choses. Comment j'aiguisais les couteaux pour la cuisine de l'église. Comment j'ai réparé les marches du porche de Madame Alperne sans la faire payer. Comment j'apportais toujours des gants supplémentaires à la collecte de bois de chauffage bénévole. Ce n'était pas une pénitence. Ce n'était pas une posture morale supérieure. C'était juste une nouvelle façon d'exister, moins transactionnelle, plus délibérée. J'ai même commencé à donner un cours au centre communautaire le week-end. Menuiserie de base pour les adolescents. La première fois qu'un gamin m'a appelé Monsieur James, j'ai failli rire. Cela sonnait comme un titre que je n'avais pas mérité mais que je voulais. Ils ne savaient pas qu'ils m'aidaient tout autant que je les aidais, m'apprenant à faire partie de quelque chose sans attache. Je ne me cachais plus d'elle. Je ne me cachais pas de la police ou de l'embarras. Je reconstruisais à partir des fondations, un clou à la fois. Pas de vengeance, pas de fuite, une transformation. La nuit, quand le vent faisait vibrer les vieilles fenêtres et que le poêle sifflait avec des bûches de pain, j'imaginais parfois son visage. Non pas par désir, mais par analyse, me demandant si elle s'attendait à ce que je revienne en rampant, me demandant si elle a jamais réalisé le pouvoir qu'elle m'avait donné en sous-estimant mon silence. Je sirotais mon café, regardais la terre que je possédais maintenant entièrement, et je pensais, ce n'est pas une cachette. C'est un commencement. Elle n'était même pas censée être dans cette ville. C'était un détour. Un de ces virages impulsifs que l'on prend sur l'autoroute quand la playlist est terminée et que le silence devient trop pesant. Elle conduisait seule, les vitres levées, sirotant un café amer de station-service et essayant de comprendre comment les 14 dernières années l'avaient vidé de sa substance avec une précision si chirurgicale. Le divorce était venu et reparti, propre sur le papier, compliqué dans la pratique. Son deuxième mari, Kevin, l'avait jugée trop fermée, disait qu'elle portait des ombres comme des bagages. Tu ne laisses jamais rien passer, avait-il marmonné juste avant de la quitter pour une certaine brie qui faisait du crossfit et tenait des journaux de gratitude. Elle n'allait nulle part en particulier ce jour-là, juste loin de son appartement vide, de sa boîte de réception pleine de codes de réduction. Du silence assourdissant d'avoir 52 ans sans rien à montrer à part des messages vocaux non lus et une boîte aux lettres pleine de coupons de supermarché. Alors elle a conduit, atterrissant dans une ville de montagne où l'air semblait plus rare et où tout sentait le pain et la sueur. Elle s'est arrêtée pour acheter des essuie-glaces. La quincaillerie était exiguë mais propre. Une cloche a tinté quand elle est entrée. Le vendeur n'a pas levé les yeux. Elle a erré dans les allées, ne sachant pas vraiment ce qu'elle cherchait. À mi-chemin du rayon peinture, elle s'est arrêtée devant le panneau de Liège près de la sortie, encombré d'annonces d'événements communautaires, d'affiches de chats perdus, d'une annonce manuscrite pour un répulsif à ours. Et puis elle l'a vu. Son souffle se coupa si brusquement qu'elle faillit en laisser tomber son café. Bénévole du mois, James W. Il y avait une photo, granuleuse, imprimée sur du papier jet d'encre bon marché.
Un homme debout devant une pile de bois, les bras croisés, la barbe fournie, les yeux légèrement plissés au soleil. Les rides autour de son visage s'étaient creusées. Les cheveux avaient grisonné et s'étaient raréfiés. Mais c'était lui. C'était lui. Elle a saisi le papier comme s'il pouvait se transformer dans ses mains. Son cœur a martelé sa poitrine comme s'il essayait de s'échapper de son corps. Elle a lu le petit paragraphe sous la photo. James a été un membre irremplaçable de notre communauté de bénévoles, aidant à reconstruire des cabanes, à enseigner la menuiserie aux jeunes et à soutenir les projets de logements locaux. Un vrai héros silencieux. Elle a chuchoté, non, ça ne peut pas être. Mais les mots semblaient mous, vides, parce que c'était bien lui. Il n'y avait aucun doute. Le vendeur a jeté un coup d'œil. Ça va, madame? Elle n'a pas répondu. Elle a juste plié le dépliant avec soin, trop de soin, et l'a glissé dans son sac à main. De retour dans sa voiture, elle a regardé les montagnes. Son reflet dans la vitre était à peine reconnaissable, même pour elle. Et pas seulement à cause des rides ou du maquillage qui ne couvraient plus les années comme avant. C'étaient les yeux. Ils avaient l'air hantés. Traqués. Toutes ces années, elle s'était convaincue qu'il était mort. Ou si ce n'est mort, alors quelque chose de similaire. Peut-être interné. Peut-être malade. Peut-être qu'il avait craqué, comme elle l'avait dit au détective privé. Elle se disait ça parce que c'était plus facile que la vérité, qu'il avait choisi de disparaître, qu'il avait réussi. Maintenant, assise sur un parking dans une ville dont elle ne connaissait pas le nom, elle réalisait que ce qui la terrifiait le plus n'était pas qu'il soit en vie. C'était qu'il n'avait pas essayé de la contacter. Pas une seule fois. Pas un message, pas une lettre, pas même un murmure. Et le voilà, reconstruit, en bonne santé, souriant sur la photo. Sans elle. L'obsession a fleuri comme une maladie. Elle a commencé à le chercher sur Google immédiatement. Mais bien sûr, James W. est l'équivalent numérique d'un nom fantôme. Trop vague, trop propre. Pas de Facebook, pas d'Instagram. Elle a essayé une recherche d'image inversée avec la photo. Rien. Pas de traces. Juste ce dépliant taché d'encre provenant d'un tableau de liège poussiéreux dans une ville sans réseau. Elle a conduit lentement dans les rues cet après-midi-là, la vitre à moitié baissée, scrutant chaque visage comme si elle chassait un fantôme. Elle est passée devant le centre communautaire, le dîner, une église fraîchement repeinte. Elle ne savait même pas ce qu'elle dirait si elle le trouvait. Pourquoi n'es-tu pas revenu? Pourquoi ne m'as-tu pas pardonné? Pourquoi n'as-tu pas appelé? Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Parce que le pardon n'avait jamais été une option. Il n'avait pas disparu dans une tempête de rage. Il était parti avec intention, avec clarté. Il ne s'était pas perdu. Il s'était échappé. Cette nuit-là, elle a réservé une chambre dans un motel juste à l'extérieur de la ville. Lampe fissurée, drap rêche, chauffage qui cliquait comme s'il avait de l'arthrite. Elle est restée éveillée, fixant le plafond. Le dépliant plié proprement sur la table de nuit comme une relique. Elle a répété des introductions dans sa tête. C'est moi. Trop évident. Je te croyais mort. Trop dramatique. Rien ne convenait. Parce que comment aborder quelqu'un qui a déjà fait votre deuil et est passé à autre chose? Et pire, et si vous le voyez et qu'il ne bronche pas, ne s'effondre pas? Ne demande pas pourquoi vous êtes là? Et si vous vous approchez de l'homme que vous avez jeté comme une blague et qu'il vous regarde comme si vous étiez l'étranger? Elle a fixé le plafond jusqu'à ce que la lumière du matin perce à travers les stores et que la vérité s'installe comme une fumée froide. Si elle allait le trouver maintenant, elle ne le sauvait de rien. Elle espérait seulement se sauver elle-même. C'était un mardi, un temps couvert, le genre de matin de montagne où les nuages pendent bas comme s'ils écoutaient aux portes. Je sortais de la chapelle avec une boîte de conserve dans les bras. Des dons pour le refuge 3 villes plus loin. Routine, prévisible, un rythme dans lequel j'avais grandi comme des bottes usées. Je ne pensais pas au passé. Je ne l'avais pas fait depuis des années, pas consciemment. Cette version de moi, celle qui pensait autrefois que l'amour pouvait survivre à la cruauté enveloppée de rire, avait été pliée et enterrée depuis longtemps sous de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels, un nouveau nom. Je n'ai pas entendu sa voiture. Je ne l'ai pas vue approcher. Mais quand j'ai tourné au coin de la rue vers mon camion, je l'ai senti.
Cette étrange attraction gravitationnelle de quelqu'un qui vous fixe avec trop d'insistance. Et elle était là. 14 ans. Le temps avait adouci ses traits, mais pas effacé. Elle était plus mince que dans mon souvenir, les cheveux plus clairs, le visage plus anguleux, mais sa posture était toujours ce même mélange d'excuses et de défense, comme si elle voulait être pardonnée avant même d'avoir parlé. « Daniel » a-t-elle murmuré. Ma poitrine ne s'est pas serrée. Mon cœur ne s'est pas emballé. Rien en moi n'a bougé. Je me suis juste figé. Non pas par panique, mais par calcul, comme un charpentier mesurant 2 fois avant de couper. Je me suis retourné lentement, sans drame, juste assez pour lui faire face entièrement. Silence. Ses yeux se sont remplis de larmes, sa bouche tremblait de 1000 mots qui ne valaient pas la peine d'être dits. Puis finalement, un s'est échappé. Tu as survécu. J'ai hoché la tête une fois, j'ai posé la boîte sur le haillon du camion avec un mouvement prudent et délibéré. Ma voix était basse, contrôlée. Survivre n'a pas été le plus difficile. Elle a dégluti difficilement. Je ne savais pas. Je pensais. Je veux dire, personne n'a eu de nouvelles. Le détective a dit que tu avais peut-être fait quelque chose. Bien sûr qu'il l'a dit, ai-je répondu, d'un ton plat. Pas cruel, juste réaliste. Je t'ai cherché, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Je suis revenu cette nuit-là. Je pensais que tu attendrais, furieux. Je pensais que tu m'appellerais. Tu pensais que je jouerais mon rôle. Je l'ai fixé, pas méchamment, mais avec une sorte de détachement clinique. Le mari triste qui rentre en trombe pour une confrontation. Qui pardonne, qui pleure, qui apprend à rire de la blague. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Trébucher sur un trottoir, c'est une erreur, ai-je dit. Tu as orchestré quelque chose. Quelque chose de répété. Tu voulais un public. Tu as eu un public. Elle a cligné des yeux rapidement. On ne pensait pas que tu disparaîtrais. On pensait que tu craquerais, ai-je suggéré. Que tu reviendrais en rampant. Son silence était plus fort que n'importe quel aveu. Tu as toujours sous-estimé le silence, ai-je dit. Tu pensais que ça signifiait la faiblesse. Mais le silence est une stratégie. La disparition, c'est un choix. Elle s'est approchée. On peut juste parler? C'est ce qu'on fait. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux se sont portés sur la chapelle derrière moi. Tu travailles ici? Non, ai-je répondu. J'aide. C'est différent. Elle a hoché la tête, essayant de comprendre l'homme en face d'elle. Je pouvais sentir la déconnexion vibrer en elle, comme si elle s'attendait à voir la version brisée de moi, implorant une conclusion. Au lieu de cela, elle a vu un homme reconstruit. Pas plus dur, juste plus propre, moins encombré. Tu as l'air différent, a-t-elle dit. Bien. Elle a baissé les yeux. Je ne pensais pas que tu serais encore en colère. Je ne le suis pas, ai-je dit simplement, honnêtement. Et c'est ce qui l'a le plus déstabilisé. Parce que quand quelqu'un vous fait du mal, il s'attend à de la rage. Il sait comment la combattre. Ça lui donne un scénario. Ce qu'il ne sait pas gérer, ce qui le terrifie, c'est quand vous avez simplement tourné la page. Pas de fureur, pas de performance, juste fini. Tu étais parti, a-t-elle dit, la voix à peine audible. Comme si tu étais mort. Je l'étais. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. L'homme que tu as laissé sur ce trottoir? Il est parti. Tu l'as enterré. Je me suis juste occupé de la pierre tombale. Elle a reculé comme si elle avait besoin d'une distance physique pour reprendre son souffle. J'ai repris la boîte. Cet endroit a besoin de provisions. Il y a une tempête qui arrive demain. Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là, les bras ballants, comme si elle avait oublié comment se tenir. Je ne te déteste pas, ai-je ajouté, ma voix plus douce qu'auparavant. Cette partie était vraie. Je ne la détestais pas. Mais elle ne me manquait pas non plus. C'est ça qui l'a brisée. Elle a tenté une dernière fois. Je peux te revoir? J'ai fait une pause, je l'ai regardé de la tête aux pieds, une fois, pas avec désir ou amertume, mais avec la finalité tranquille de quelqu'un qui reconnaît un artefact, un vestige. Et j'ai dit, c'est ce que tu viens de faire.
Puis je me suis retourné, j'ai marché jusqu'au camion et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Elle a demandé à ce qu'on se revoie. Cette fois, j'ai choisi le lieu, un vieux dîner juste à l'extérieur de la ville avec des banquettes en vinyle craquelé et un jukebox qui ne fonctionnait plus depuis des années. Je l'ai choisi parce que c'était public mais calme, familier pour moi mais pas pour elle. Je connaissais aussi la serveuse. Linda, gentille, sans question. Elle nous glisserait de l'eau et s'éloignerait, sans traîner. Je suis arrivé en avance, je me suis assis près de la fenêtre. Elle est arrivée en retard. Bien sûr. Elle l'a toujours fait à l'époque. Comme si son temps était plus précieux que celui des autres. Mais elle est entrée différemment cette fois. Pas avec confiance, avec prudence, comme quelqu'un qui a peur que le sol s'effondre à nouveau sous ses pieds. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi. N'a rien commandé. A juste serré son sac à main comme s'il contenait un parachute. Je n'arrive toujours pas à y croire, a-t-elle dit. Ses yeux parcouraient mon visage comme si elle essayait de retrouver l'homme qu'elle avait connu sous la barbe, l'âge, le silence. Je t'ai enterré dans ma tête 100 fois. Tu l'as fait, ai-je dit. Elle a tressailli. Je me disais que tu appellerais, a-t-elle murmuré. Que tu étais juste en colère. Que tu avais besoin d'espace. Mais au fil des mois, elle a essuyé une larme. On ne voulait pas te faire de mal. Cette phrase a atterri comme une assiette fêlée sur du linoléum. On. Pas, je. Oui. La berceuse éternelle des lâches, destinée à adoucir l'impact, à détourner la responsabilité. Comme un chirurgien prétendant que l'hémorragie du patient n'était pas intentionnelle. Je n'ai pas dit un mot. J'ai été stupide, a-t-elle dit. Immature. On pensait que ce serait drôle. On croyait vraiment que tu reviendrais en trompe 2 jours plus tard avec un grand discours dramatique. Et quoi, ai-je demandé, parlant enfin. Ma voix était plate, neutre. Te pardonner. Elle a baissé les yeux. Je ne sais pas. Je suppose que je n'ai pas réfléchi. Non, ai-je dit. Tu as réfléchi. Tu n'as juste pas pensé que j'agirais. Linda nous a apporté de l'eau, l'a posée et m'a jeté un regard rapide, un regard doux, puis s'est éloignée. Elle n'a jamais regardé la femme en face de moi. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'elle savait. J'ai fouillé dans ma veste et j'en ai sorti une enveloppe, épaisse, couleur crème, papier lourd. Je la lui ai tendue par-dessus la table. Elle a hésité avant de la prendre. Son nom était écrit sur le devant d'une écriture qu'elle a immédiatement reconnue. La mienne. Qu'est-ce que c'est? Lis. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, 8 pages tapées, datées, numérotées. C'était une liste complète de tous les comptes que nous avions jamais partagés. Comptes bancaires, services publics, assurances, abonnements communs, retraite, investissements. Chaque ligne indiquait la date à laquelle elle avait été retirée, la méthode de retrait et où les actifs avaient été redirigés. Le tout dans les 6 semaines suivant la blague. Elle est allée à la dernière page. Un document notarié. Une révocation de procuration, de mandat médical et de contact d'urgence. Tout signé, tout légal, tout exécuté à son insu. Pourquoi, a-t-elle murmuré, le mot mince et creux. J'ai bu une gorgée d'eau. Parce qu'un homme sans dignité est déjà mort. Elle a laissé tomber l'enveloppe comme si elle brûlait. Je ne pensais pas que tu saurais. Tu savais planifier, ai-je suggéré. Elle m'a regardé, l'horreur s'insinuant derrière ses yeux. Tu as planifié tout ça. Après que je t'ai laissé sur ce trottoir? Non, ai-je dit calmement. Je l'ai planifié bien avant. Au moment où j'ai compris que tu riais de moi plus que tu ne m'aimais. Son visage s'est décomposé. Et pour la première fois, ce n'était pas une performance. Ce n'était pas de la manipulation. C'était l'effondrement brut de quelqu'un qui réalise qu'il a été déjoué. Non par malveillance, mais par une miséricorde refusée. Tu m'as retiré de tout, a-t-elle dit. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai hoché la tête. C'est ça, la dignité. Une fois qu'on la récupère, on ne la négocie pas, des larmes coulaient sur son visage maintenant. Le genre de larmes qui ne demande pas de réconfort. Elle tombe juste, impuissante. Je me suis penché légèrement en avant. Tu me voulais humilier.
Une blague. Quelque chose dont on rirait pendant des années autour d'un verre de vin, d'un brunch et de blagues entre vous. Au lieu de ça, j'ai disparu. Et maintenant? Tu es assise en face de quelqu'un que tu ne peux pas toucher. Que tu ne peux pas culpabiliser. Que tu ne peux pas ramener. Sa voix était un murmure. Tu n'as même pas crié. Pourquoi l'aurais-je fait? Tu t'attendais à du bruit. Je t'ai donné le silence. Le silence est plus difficile à expliquer à tes amis. Elle a regardé à nouveau l'enveloppe. 8 pages. Froide. Finale. Pas une vengeance, juste un bilan. Je suis désolé, a-t-elle dit, mais c'est sorti comme un réflexe, pas une confession. J'ai hoché la tête lentement. Je te crois. Et c'était vrai. Mais ça n'avait pas d'importance. Le pardon n'est pas toujours la réconciliation. Parfois, c'est juste une porte fermée qui n'a plus besoin d'être verrouillée. L'addition est arrivée. Linda l'a placée près de moi. Je l'ai prise, j'ai payé en espèces. Alors que nous nous levions pour partir, elle a touché ma manche. Je peux t'appeler. J'ai regardé sa main, puis je l'ai regardée. Non. Et je suis sorti. Ça a commencé avec un type nommé Rick qui tenait un podcast depuis l'arrière-salle d'une boulangerie. Des trucs de petite ville. Rien de tape à accent grave-l'œil. Juste lui, un micro et un casting tournant de locaux partageant des histoires sur la foi, la perte, des observations étranges en montagne, et ce que cela signifie de disparaître dans un monde qui suit tout. Rick et moi nous sommes croisés au centre communautaire. Il a déposé un lot de pain pour le garde-manger et nous avons commencé à parler. J'aidais à réparer une étagère cassée. Il m'a demandé depuis combien de temps j'étais en ville. J'ai haussé les épaules. Assez longtemps. C'est peut-être la façon dont je l'ai dit. Peut-être quelque chose dans ma voix. Quoi qu'il en soit, il m'a demandé si ça m'intéresserait de participer à son podcast. Anonyme, si tu veux. On fait une série intitulée Les fantômes à la vue de tous. Des gens qui ont tourné le dos à quelque chose. Je me suis dit que tu avais peut-être une histoire comme ça. J'ai accepté. Non par vanité, non par désir d'être entendu, mais parce que pour la première fois en 14 ans, j'avais l'impression de pouvoir partager la vérité sans rien révéler. Pas de nom, pas de ville, pas de visage. Juste le silence, enfin autorisé à parler. Nous avons enregistré en une seule prise. Pas de montage. J'ai raconté l'histoire. Pas la version scandaleuse, pas la version fantasmée de la vengeance, juste les faits. Un homme trahi par ceux qui étaient censés l'aimer se retrouve abandonné dans une ville sans son portefeuille, son téléphone ou sa dignité. Alors, il marche, et marche, jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'il ne soit pas porté disparu, il est juste parti. Je pense que certains hommes n'explosent pas, ai-je dit vers la fin. Ils se dissolvent silencieusement, comme de l'encre dans l'eau. Et quand on arrête de les chercher, quand on les oublie enfin, ils se réassemblent de leurs cendres. Pas aigri, juste meilleur. Rick s'est penché vers le micro. Pensez-vous que vous y retournerez un jour? Non, ai-je dit. Parce qu'il n'y a rien où retourner. L'épisode a été diffusé la semaine suivante, un mardi. Le vendredi, il avait 300 000 écoutes. Le dimanche, 1 million. Il s'avère que les histoires comme la mienne n'ont pas besoin de drame pour se propager. Elles ont besoin de vérité. Et celle-ci a touché une corde sensible chez les gens. Surtout les hommes. Des hommes qui avaient avalé des décennies d'humiliation avec un sourire poli, qui avaient été la cible de blagues, ignorés en silence, à qui on avait dit de se détendre quand on leur manquait de respect en public. L'épisode a donné forme à une douleur silencieuse qu'ils ne savaient pas nommer. La section des commentaires est devenue sauvage. Elle a fait QOI. L'a largué comme un bagage et Harry. C'est un monstre, j'espère qu'il ne lui a plus jamais accordé une seconde, ça ressemble à l'histoire de mon père, c'est pour ça que mon frère a disparu, les hommes ne craquent pas toujours. Parfois, ils s'échappent. Je suis resté anonyme, bien sûr. Mais elle savait. Elle savait parce qu'au moment où l'épisode a dépassé les 500 000 écoutes, son téléphone a recommencé à vibrer, mais cette fois, pas avec sympathie. Des sponsors l'ont lâché. La marque de bien-être qu'il avait sur sa liste de promotion, partie. La série de conférences pour femmes à laquelle elle s'était proposée 3 mois plus tôt,
rejeté avec un email de 2 lignes, nous avons décidé de prendre une autre direction. Même le studio de yoga qu'elle avait aidé à ouvrir l'année dernière a retiré sa photo du site web. Pas d'explication, juste parti. Elle a essayé de se battre, bien sûr. Il ne m'a pas nommé. Il ne m'a même pas décrite. Mais ça n'avait pas d'importance. Internet n'a pas besoin de détails pour juger. Il a besoin d'émotions. Et mon histoire, silencieuse, froide, non dramatique, en était pleine. Il ne s'agissait même plus de moi. Il s'agissait de chaque homme qui avait ravalé sa fierté et avait disparu silencieusement dans une vie que personne ne comprenait. Il s'agissait de chaque blague cruelle balayée comme « juste une blague ». Il s'agissait de chaque départ silencieux d'une table de dîner où quelqu'un avait ri un peu trop fort à vos dépens. Et le pire de tout pour elle, ce n'était pas une campagne de dénigrement. C'était un règlement de compte contre lequel elle ne pouvait pas lutter, car je n'avais jamais levé la moindre arme. Pas de nom, pas d'accusation, pas de procès. Juste une voix dans un micro qui disait la vérité. Le contre-coup n'a pas été instantané, mais il a été cumulatif. Comme de la moisissure qui s'infiltre sous les cloisons sèches. Un contrat de sponsoring retiré ici. Un événement annulé là. Un froid soudain dans son cercle social. D'anciens amis qui la fantômaient sans confrontation. Non pas parce qu'ils croyaient nécessairement mon histoire, mais parce qu'ils se souvenaient soudainement de la sienne et ne voulaient pas y être associés. Elle a essayé de reprendre le contrôle du récit. A posté une légende vague sur Instagram, parfois, les gens déforment les histoires pour guérir leurs propres blessures. Je leur pardonne quand même. Elle a eu 8 likes, dont 2 de bots. Elle a essayé de faire son propre podcast. Sa version de l'histoire. Il a duré 2 épisodes avant d'être inondé de commentaires furieux. Elle a essayé de contacter Rick. Il n'a pas répondu, car il n'a jamais su son nom. Elle a recommencé à se décomposer. Mais cette fois, il n'y avait pas de public pour lequel jouer. Pas de table de brunch pour se moquer de moi. Pas d'amis pour me traiter de sensible dans mon dos. Juste une femme seule, regardant Internet réduire en cendres la version même de moi dont elle s'était autrefois moquée jusqu'à la faire disparaître. Et moi? J'étais sur la crête, en train de scier du bois pour le nouveau hangar de stockage derrière le centre communautaire. Quelqu'un est passé ce jour-là et a dit « Eh, James. J'ai entendu un podcast l'autre jour qui m'a rappelé toi. » J'ai souri. « Ouais », a-t-il acquiescé. Le type avait une bonne voix. Je n'ai rien dit. Je me suis juste remis au travail. Les appels ont commencé 3 jours après que l'épisode ait atteint les 2 millions d'écoutes. Numéro inconnu, puis connu à nouveau, puis encore. Je ne l'ai jamais bloqué. Je n'en avais pas besoin. Il y a une forme de silence plus brutale que le rejet. Quand vos mots disparaissent dans le vide et que rien ne revient. Je laissais le téléphone sonner à chaque fois. Juste 1 ou 2 fois au début. Puis une douzaine de fois par jour. Puis 20. Au 5e jour, on a atteint les 3 chiffres. 112 appels. Pas de messages vocaux, pas de textos. Juste le téléphone qui s'allumait, vibrait brièvement, et s'éteignait à nouveau dans le berceau du tiroir de la table de nuit que je n'ouvrais jamais. La ville était redevenue calme, les vagues du podcast se déposant comme de la poussière après une tempête. Personne n'en parlait. Personne ne sondait. Ce n'était pas de la politesse. C'était de la compréhension. Une sorte de respect tacite que les gens des petites villes apprennent tôt. Quand quelqu'un raconte son histoire sans nommer de nom, cela signifie qu'il a gagné le droit d'être laissé tranquille. Puis elle est venue. J'ai su au moment où les pneus ont crissé sur le gravier près de la lisière des arbres. C'était une voiture de location, sans âme et silencieuse, comme si elle avait besoin de quelque chose sans empreinte digitale. Je n'ai pas regardé par la fenêtre, j'ai juste écouté la portière s'ouvrir, se fermer, les pas prudents s'approcher du porche. Puis le coup à la porte. Pas fort, pas urgent, juste plein d'espoir. J'ai attendu 30 secondes, puis j'ai ouvert. Elle se tenait là, enveloppée dans un pull trop grand, les cheveux attachés mais s'effilochant sur les bords. Pas de maquillage. Le genre de look que quelqu'un arbore quand il a passé des heures à se préparer et finit quand même par ressembler à quelqu'un qu'il reconnaît à peine. Ses yeux ont rencontré les miens. Elle n'a pas parlé tout de suite, elle m'a juste regardé lentement, comme si elle avait peur que l'image s'effondre si elle clignait des yeux trop forts. Puis,
Je n'ai jamais su que je pouvais perdre quelqu'un comme ça. Sa voix était brisée. Pas rauque de larmes, mais sèche de silence. Le genre qui vient après qu'on s'est parlé à soi-même pendant des heures dans une voiture, en répétant un discours qu'on ne prononcera jamais correctement. Je suis sorti. Sans me presser. Sans croiser les bras. Je suis juste resté là, immobile. Puis je l'ai dit. 2 mots. Tu l'as fait. Elle a reculé d'une fraction de pouce, comme si les mots étaient du vent et qu'elle avait oublié comment se préparer. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Rien n'est sorti. Sa poitrine s'est soulevée, et retombée. Puis est venu le son. Pas des sanglots, pas des cris. Quelque chose de plus silencieux. De rauque. Un son qu'on n'entend que lorsque l'âme de quelqu'un réalise qu'elle a été exilée d'un endroit auquel elle pensait toujours avoir accès. Elle n'est pas tombée. Elle n'a pas couru. Elle est juste restée là, dépouillée de la dernière illusion qu'elle pouvait en quelque sorte tout rembobiner avec une confession, des excuses ou une explication qui aurait enfin un sens. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas réconforté. Ce n'a jamais été le but. Le but, c'était le silence. Le genre de silence qui devient un miroir. Elle a fouillé dans la poche de son manteau, a sorti un papier plié. Au cas où tu ne le prendrais jamais. Je n'ai pas pris. Elle a hoché la tête, les yeux rouges maintenant, les épaules tremblantes. Elle l'a posé sur la marche en bois à côté d'elle. Je suis désolé, a-t-elle murmuré à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas une supplique. C'était un éloge funèbre. Je suis rentré dans la cabane. J'ai fermé la porte. Pas fort, pas vite, je l'ai juste fermée. Le son de la porte se fermant a résonné plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Non pas parce qu'il était colérique, mais parce qu'il était final. Le papier est resté là, sur la marche. Je ne l'ai pas ramassé. Je l'ai laissé au vent.